en introduction très rapide, puisque donc, je m'appelle Patrick Caron, je ne suis pas censé intervenir, juste animer la table ronde. Donc je vais juste faire une courte introduction et puis je laisserai la parole à mes collègues. J'ai essayé de décortiquer chacun des mots du titre. Et donc le premier, c'est transition. Transition, c'est un processus qui permet un changement d'un état à un autre. La manière de le dire assez facilement. Mais derrière transition, il y a déjà une hypothèse forte qui est qu'on ait envie de changer d'un état à un autre. Que l'état dans lequel on est n'est pas satisfaisant et qu'on ait envie d'aller vers un autre état. Et on l'a entendu à de nombreuses reprises ce matin, on l'a vu justifié ce matin. On est bien dans cette rhétorique-là, avec au niveau mondial quelque chose qui s'appelle l'agenda 2030 et les objectifs du développement durable, mais on peut le décliner aussi à d'autres niveaux, à d'autres échelles. Et du coup, on aurait envie de se dire dans un premier temps, mais finalement, puisqu'on fait tous les mêmes constats depuis plusieurs années, et on les connaît, ces constats-là, et on sait, on n'arrête pas de dire que ce n'est pas durable, finalement, pourquoi on ne le fait pas? Est-ce qu'on est trop bête pour ne pas le faire? Est-ce qu'on ne fait que penser au court terme? Est-ce qu'on est trop égoïste? Est-ce que finalement on n'a pas conscience de tout ce que vous avez échangé et tout ce que vous êtes dit ce matin? Moi j'aurais tendance à penser que ça fait partie de l'image, mais c'est pas tout. Il y a aussi des vrais verrous, il y a aussi des conflits d'intérêts, il y a aussi des sentiers de dépendance, il y a aussi des irréversibilités. Et tout ça justifie... Pouf, c'est magique, le deuxième mot du titre, gouvernance. Tout ça justifie le fait qu'on s'en occupe et qu'on s'en occupe pas uniquement comme quelque chose qui serait la résultante de comportements individuels, mais quelque chose qu'il faut orienter, piloter, orchestrer. Et gouvernance, qu'est-ce que c'est gouvernance? C'est sûrement pas le gouvernement. Hein. Gouvernance, c'est bien un processus de coordination et de régulation quand on a des systèmes d'action qui sont fragmentés. Plein d'acteurs qui décident pas forcément de manière coordonnée. C'est pas pour autant la dictature, hein, la gouvernance. Mais c'est donc comment on arrive à dessiner un chemin vers un point B quand on a des choix et des décisions qui sont distribués parce qu'on a tout un tas d'acteurs en présence qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, qui ne voient pas forcément le monde de la même manière. Et qui dit gouvernance dit aussi d'une certaine manière, je vais sur les hypothèses et les implicites, dit d'une certaine manière qu'on recherche l'atteinte de biens communs ou de biens publics. Et c'est bien ça qu'il y a derrière ce qu'on entend depuis ce matin. Donc j'ai décodé transition, j'ai décodé gouvernance, je les ai mis en lien. Et puis tout d'un coup, pouf, pas de temps et échelle. Et c'est vrai que déjà, transition, ça fait référence au temps. Hein, il y a une dimension intrinsèque, temporelle, nécessaire dans la transition. Pour provoquer un petit peu, peut-être on y reviendra, peut-être on n'y reviendra pas, moi j'aurais envie de dire, je ne crois absolument pas au changement d'échelle. On en entend parler partout sous ce vocable-là, avec l'hypothèse qu'il faudrait expérimenter à échelle locale ou à petite échelle, et puis qu'il suffirait de répliquer à l'identique ça partout pour que ça marche. Eh bien non, ça ne marche jamais. Donc on a des situations qui sont à chaque fois diversifiées, dans des endroits différents, et c'est un petit peu comme un arc-en-ciel, on a des couleurs différentes, mais le tout, il faut que ce soit cohérent d'un point de vue global, et que ça aille d'une certaine manière là où on a envie que ça aille. Et donc, je postulerai assez volontiers en introduction que la transition, finalement, elle résulte d'actions qui prennent place à différentes échelles, pas uniquement au niveau local, même si elles sont importantes, même si ce sont des lieux d'innovation absolument incroyables, pas uniquement au niveau international, parce que ce serait totalement désincarné, mais c'est bien l'enchâssement de ce qui se passe au niveau local, régional, national, etc., etc. Et que du coup, l'un des enjeux, nos enjeux, à nous en tant que scientifiques, c'est bien d'arriver à comprendre et à éclairer ça. Qu'est-ce qui se passe entre les échelles et comment, en agissant à une échelle particulière, on peut
on peut agir sur d'autres. Et puis la dernière partie du titre sont c'est codé, hein, protéines végétales versus protéines animales. On pourrait presque penser à un jeu de Go ou un jeu d'échecs, hein, le mot versus déjà le met en concurrence. Et en fait c'est codé, mais derrière il y a bien la place de l'animal pour sortir, entre autres. Il y a peut-être d'autres choses, mais il y a aussi la place de l'animal et du statut de la production et de l'aliment d'origine animale. Et où on est passé finalement en quelques années, vous êtes peut-être jeune pour vous en rendre compte, enfin, pour la plupart d'entre vous, mais quand on est un petit peu plus vieux comme nous, là, on est passé d'une situation où ce sujet-là était complètement tabou. On ne pouvait pas en parler, hein, il y a 10-15 ans. Avant le rapport Livestock Long Shadow, avant le cri d'alerte de Pachauri, et puis finalement, ça s'est imposé comme un sujet qui devient un sujet sérieux. J'ai malheureusement pas pu assister à ce qu'a dit Anne en tout début de matinée, mais tout au long du reste de la matinée, on voit bien comment ce sujet il devient aujourd'hui vraiment pris au sérieux. Il fait l'objet dans notre monde scientifique de synthèse, comme celle de Dumont et des collègues de l'INRA sur les rôles, impacts et services des élevages en Europe en 2016. Il fait aussi l'objet d'un rapport du HLPE, le groupe d'experts de haut niveau du Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire, lui aussi publié en 2016. C'est pas par hasard. On voit un agenda qui se fait autour de cette question de l'animal et dans lequel on montre bien que effectivement l'animal utilise 3/4 des surfaces en culture et émetteur de 10% des gaz à effet de serre, qui coûte, le détour par l'animal coûterait 85% de la consommation des protéines d'ordre animal. Ce ne sont pas des chiffres que j'invente, c'est des chiffres qui sont dans ces rapports-là, hein, que je vous donne aux débeautés, et qui amènent à regarder probablement un peu plus finement ce qu'on a posé d'emblée et de manière provocatrice comme un processus de concurrence. La concurrence pour l'usage des terres, qu'elles soient cultivables ou pas cultivables, et surtout cultivables à quel coût, et il y a alors concurrence entre le végétal et l'animal, ou la concurrence pour l'aliment, qu'il soit comestible ou qu'il ne soit pas comestible. Et donc, à la fois, les gens qui sont à la table, mais ceux que vous avez écoutés ce matin, sont probablement bien plus informés que moi pour en traiter. Ils l'ont fait, mais on va essayer de faire vivre ce débat-là au cours de la table ronde. Et non seulement de parler de cette concurrence qu'exprime le titre de la table ronde versus ce jeu d'échecs, mais également le remettre au regard des services qu'amène l'animal, que ce soit le bouclage des cycles biogéochimiques, les services écosystémiques, biodiversité, paysage, que ce soit en termes d'emploi. On estime dans ce rapport du HLPE que 600 millions de personnes sur la planète vivent d'une manière ou d'une autre des revenus de l'élevage. Et en quoi, notre collègue de Wageningen l'a dit, on voit émerger des propositions nouvelles, comme celle des systèmes alimentaires circulaires, qui misent non seulement sur une optimisation des cycles du cycle de l'azote, sur un recyclage des produits et sur une limitation des pertes et gaspillages, mais aussi, c'est dit tel quel dans leur proposition, limiter la place de l'animal à ce pourquoi il apporte quelque chose et il est indispensable. Et donc, voilà, on a bien là quelque chose qui est de l'ordre des controverses naissantes, et c'est sous cet angle-là, pas naissantes d'ailleurs, j'enlève naissantes, des controverses, c'est sous cet angle que j'aimerais que l'on puisse discuter cet après-midi avec une redécouverte pour les communautés scientifiques du bien fondé de la controverse. Je n'ai pas dit de la polémique, mais de la controverse, c'est-à-dire la capacité d'échanger sur des arguments et des contre-arguments en légitimant la position de l'autre et en ne cherchant pas nécessairement à le délégitimer. Aucune référence au grand débat national ici, aujourd'hui en tout cas. Mais du coup, la volonté de se dire, voilà, réapprenons ce débat-là, réapprenons les arguments et les contre-arguments, la capacité à organiser un dialogue. S'il y en a que ça intéresse, je
je veux bien aussi en reparler en aparté, y compris d'un institut qu'on a monté à l'université de Montpellier. Bon, j'ai assez parlé, donc je vais introduire chacun des participants. Ils sont 4, ils viennent de mondes complètement différents, avec des expertises complètement différentes. C'était voulu. Ils vont intervenir chacun en 3 temps. Ils vont commencer par nous dire pourquoi, de leur point de vue, on a besoin d'une transition, d'un changement. Et quelle transition ils envisagent. Ils vont, dans un deuxième temps, reprendre la parole, rapidement, chacun, pour dire ce qui bloque ou ce qui permettrait d'accélérer les transitions qu'ils ont campées et dessinées dans un premier temps. Et puis, dans un troisième temps, ils reprendront encore la parole pour formuler un vœu, mais après s'être écoutés les uns les autres. Et donc, c'est toujours difficile, parce que quand on est sur une table ronde, on écoute surtout ce qu'on dit soi-même, et en général pas ce que disent les autres, mais là, du coup, ils sont obligés, là, ils vont devoir réagir chacun à ce que disent les autres en même temps qu'ils vont se concentrer sur ce qu'ils vont nous dire et échanger. Donc, je vais donner la parole en premier temps à Anne Schneider. Anne est ingénieure agronome. Elle a mis en place des partenariats internationaux sur les légumineuses à graines à l'Association européenne de recherche sur les protéagineux et autres légumineuses à graines. Et ça, essentiellement de 1992 à 2008. Ensuite, elle a géré des actions sur les protéagineux à l'Union nationale française interprofessionnelle des plantes riches en protéines, de 2008 à 2014. Et elle traite maintenant du développement durable des systèmes de culture avec protéagineux et oléagineux à Terre Innovia, où elle est chargée d'études. Et Terre Innovia, c'est l'Institut technique de référence des professionnels de la filière des huiles et protéines végétales et de la filière chanvre. Anne. Oui, voilà, donc vous voyez que c'est un institut du côté de la production végétale. Et donc moi, je vais apporter ma pierre au débat sur ce sujet-là et moins parler de l'aspect zootechnie ou alors nutrition humaine. Je voulais apporter sur la table, en fait, par rapport à la problématique de la transition agroécologique en grande culture surtout, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais même également sur le monde agricole en général, en posant cette question. Comment est-ce qu'on pourrait rendre plus effectif en fait, la mobilisation du service en fait, écologique, du processus écologique qui est la fixation symbiotique, pour pouvoir produire des protéines végétales en étant moins dépendants, en ayant des systèmes de culture qui soient plus autonomes en azote et qui puissent en même temps apporter les productions des protéines végétales nécessaires à la fois pour les hommes et à la fois pour les animaux, avec des impacts réduits au niveau de l'environnement. Donc voilà un peu la question qu'on se pose, comment faire que ce soit vraiment effectif et de façon significative en fait dans le secteur des grandes cultures et dans le monde agricole. Alors dans le secteur de l'élevage, c'est déjà plus prégnant puisqu'en fait il y a beaucoup de légumineuses incluses dans les prairies, donc c'est pour ça que je me focalisais sur les aspects grandes cultures. Donc en fait, on l'a tous le constat, hein, on en a déjà pas mal débattu ce matin un peu sur plusieurs sujets. Hein, donc d'une part, on sait qu'il y a une augmentation de la demande en protéines. Et pour moi, c'est pas une opposition protéines végétales ou protéines animales, parce que une grande partie des protéines végétales sont faites pour alimenter les animaux. En tout cas, dans notre secteur, c'est sûr, c'est moitié-moitié. Et en fait, surtout sur les protéagineux. Et l'autre partie, c'est une augmentation de la demande en protéines végétales pour les hommes. Et là, avec les transitions des régimes alimentaires, évidemment, il faut arriver à y répondre de façon plus ample. Sur l'autre côté, on sait qu'il y a un problème de limite du système actuel. Le système de production actuel dominé par quelques cultures, évidemment, pose problème. On en a longtemps débattu ce matin. Donc, j'y reviendrai pas. Et puis, les dégâts environnementaux, également, on en a débattu. Donc, face à ça, comment est-ce qu'on peut arriver à réfléchir à inclure des processus écologiques au sein de l'agriculture durable française ? Ce n'est pas si simple, parce que quand on voit que la transition agroécologique pourrait utiliser en fait, la fixation symbiotique comme un des processus écologiques à intégrer, finalement, on se rend compte que c'est une part très négligeable, surtout en production végétale, grande culture. On a d'un côté, en fait, à peu près moins de 2% de la surface agricole qui est en légumineuses à graines dans les grandes cultures, enfin dans les cultures sur les surfaces arables.
Et en même temps, on a également une utilisation très réduite en source d'azote pour le système, puisqu'en fait, par exemple, en Europe, on a à peu près 10 millions de tonnes d'azote qui est produit par l'industrie chimique, par le processus Haber-Bosch, alors qu'en fait, c'est simplement 1 million de tonnes qui est issu de la fixation symbiotique réelle produite par les cultures. Donc produire de l'azote au champ, ce n'est pas encore une réalité en Europe, alors qu'en fait, au niveau mondial, on peut dire que c'est quand même un peu plus avancé. On a à peu près 50 millions de tonnes d'azote produits par l'industrie et on a à peu près en fait, la moitié, enfin c'est 100 millions de tonnes, pardon, et 50 millions de tonnes qui est produite par les cultures fixatrices d'azote. Donc le rapport est beaucoup plus équilibré. Et en fait, c'est vrai qu'au niveau des autres continents mondiaux, on a à peu près 10 à 20% de légumineuses incluses dans les systèmes de culture, alors que ce n'est pas le cas en Europe. Il y a vraiment là une situation un peu de blocage. Alors bon, l'historique, on verra après quels sont les blocages, etc. Mais c'est pour dire, voilà, on a un constat, il y a des impasses techniques, il y a quelques personnes qui essayent d'avancer et d'avoir du volontarisme par des innovations intéressantes qui mobilisent les légumineuses, que ce soit dans la culture bio, de toute manière, c'est réel. Mais pour arriver à ce que ce ne soit pas que des initiatives individuelles, comment entraîner un plus grand nombre d'acteurs et que ce ne soit pas uniquement... donc là, moi, je parle de changement d'échelle, non pas en disant qu'il faut faire de l'expérimentation et l'extrapoler, mais en disant qu'il faut avoir un impact qui soit démultiplié, et que ce ne soit pas juste des initiatives individuelles par-ci, par-là, et que voilà, on arrive à débloquer ça au niveau, en tout cas, de la production végétale grande culture. Voilà la problématique que je mets sur le tapis. Merci. Alors, Didier, vous m'entendez suffisamment ? D'accord. Pour l'enregistrement. Donc Didier Bonnet, ensuite, on va faire dans cet ordre-là, est ingénieur chimiste, une thèse en pharmacologie moléculaire. Il a été pendant 5 ans chercheur au Muséum d'histoire naturelle, et puis ensuite il a fait une grande partie de sa carrière dans le privé, pour grande partie chez Cargill, mais il est aujourd'hui retraité. Enfin, pas complètement retraité. Retraité de chez Cargill, puisqu'il est président du conseil scientifique d'AgroSup Dijon. Chez Cargill, il pilotait une équipe d'une centaine de personnes distribuées dans plusieurs régions du monde et qui avait pour but d'identifier et de mettre en œuvre des opportunités de croissance fondées sur la science et la technologie. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que ça marche ? Donc, ok, merci beaucoup. Donc, merci pour cette introduction tout à fait exacte. Donc, j'ai passé pratiquement toute ma carrière dans le monde industriel et donc dans la transformation des produits agricoles. Ah, j'y ai pas touché. Donc je disais, oui, j'ai passé une bonne partie de ma carrière dans la transformation de produits agricoles et donc les ingrédients issus de l'agriculture, que ce soit pour des applications alimentaires, aussi alimentation animale et bio-industrielle. Je pense qu'on ne peut pas dissocier l'alimentaire du reste et qu'il faut raisonner vraiment déjà au niveau d'un système qui est les matières premières que l'on reçoit et de voir comment on peut les valoriser. C'était déjà vrai d'un point de vue économique, ça l'est encore plus maintenant d'un point de vue écologique. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de participer à la réunion ce matin. J'ai vu qu'il y avait une intervenante, je pense, de la FAO. Donc, on me demande pourquoi une transition. Bon, je pense qu'elle a dû faire une présentation de la situation actuelle et l'évolution qui est prévue. Bon, on doit être à peu près un peu plus de 7 milliards d'individus sur la planète. Je pense que le dernier bilan de la FAO faisait état de 821 millions de personnes qui souffraient de malnutrition, auxquelles on doit ajouter plus de 670 millions de personnes qui sont obèses dans le monde. Et ce dernier chiffre est en augmentation de 13% par an. Également important à noter, mis à part ces grandes, disons, déviations, un grand nombre d'individus souffrent de carences micronutritionnelle et ce qu'on appelle donc la nutrition, la faim cachée.
Et en particulier, une femme sur 3 en âge de procréer a un déficit, donc si pas en fer, au moins elle souffre d'anémie. Donc déjà actuellement, on souffre de, disons, le système au niveau santé n'est pas efficace et efficient. D'un autre côté, on ne va pas s'arrêter là, puisqu'on prévoit d'être 10 milliards à l'horizon 2050. Et en plus de ça, avec des gens qui, on espère, vont pouvoir augmenter leur niveau de vie, en particulier dans les pays en développement. Ce qui veut dire que ça ne va pas être 30 ou 40% de plus, mais on estime probablement les besoins supplémentaires de l'ordre de 60%. Alors tout ça sur la même planète. Donc le défi à relever, en fait, ils sont 2 défis, mais qui sont vraiment très liés. C'est des objectifs de santé humaine et des objectifs de durabilité et environnementaux. Je tiens à préciser que bien sûr tout ça doit être fait, et c'est un peu les gros défis, sans augmentation des terres cultivables, enfin c'est comme ça qu'on souhaite avancer, et en plus avec l'impact du changement climatique qui diminue justement les zones cultivables ou a déjà un impact sur l'efficacité, disons, des systèmes agricoles. Donc je voudrais me référer à une étude qui est sortie récemment et qui a été suivie par les industriels, puisque donc quand je travaillais encore, donc on suivait les progrès de cette étude. C'est l'étude EAT Lancet qui est sortie en janvier donc, dans la revue The Lancet et qui intéresse les industriels. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'était d'essayer, par cette étude, d'identifier des cibles scientifiques. C'est comme ça que c'est défini hein, donc, dans le texte, de façon qui touche à la fois l'alimentation et l'environnement. Et pourquoi les industriels cherchent ça ? C'est parce qu'une fois qu'on a des cibles, on peut agir de façon beaucoup plus performante. Et donc, bon, on peut être en désaccord, on peut argumenter, mais les grandes lignes, c'est... Il recommande une augmentation par un facteur 2 des fruits, légumes et noix et d'une diminution de 50% des sucres ajoutés et viande rouge. Et en faisant cela, ils disent que ça devrait diminuer la morbidité de l'ordre de 11 millions d'individus par an. Ce qu'ils proposent, parce que donc ça c'est bien d'avoir des cibles, c'est plan d'action en 3 points. 1, changement des régimes alimentaires, c'est-à-dire changement du comportement des consommateurs, et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudra revenir. Réduction drastique de tous les déchets alimentaires. Alors, on sait qu'on perd aujourd'hui dans les pays développés environ 30% au consommateur final. On perd aussi facilement 30%, en particulier dans les pays en développement, au niveau des récoltes agricoles. Et le 3e point à ne pas oublier, c'est les améliorations de la production agricole, de façon à pouvoir rentrer dans les clous, c'est-à-dire à arriver à consommer pas plus qu'une planète par an. Donc c'est ça que je voulais dire. Alors pourquoi ? Alors maintenant peut-être très brièvement sur les protéines. Donc le défi des protéines, ben, quand on regarde ce rapport, et bon c'est assez clair, il y a un gros poids actuellement qu'on appelle sur le cycle de l'azote, qui en est déjà à plus de 200%. Et ce cycle de l'azote est bien sûr lié aux protéines, avec la grande difficulté qui a déjà été mentionnée, c'est qu'il y a très peu de micro-organismes qui fixent l'azote, et toutes ces protéines, bon, elles vont venir en fait de l'azote qui est atmosphérique. D'où l'importance des légumineuses, bon, et le procédé Haber-Bosch qui a fait la révolution agricole après la guerre. Et donc, la grande question, c'est vraiment donc, quels sont les meilleurs moyens d'obtenir ces protéines, simplement en disant, il ne faut pas se leurrer, les protéines viennent de quelque part. Moi, j'ai toujours cherché à corriger, au moins quand on dit, ah ben oui, les insectes font des protéines. Les insectes, ils ont des protéines, mais ils les prennent quelque part. Et c'est pareil pour les algues, c'est pareil pour toutes les autres alternatives à la viande. Donc voilà. C'est bon, moi j'ai un gardin. Merci beaucoup. Merci Didier. Donc maintenant, Cécile Clavrolle. Cécile est journaliste et consultante dans les domaines de l'agriculture et de l'environnement. Depuis 2015, elle est personnalité qualifiée au Conseil économique, social et environnemental, en étant membre de la section agriculture, pêche et alimentation. Et à ce titre, elle a été rapporteuse d'un avis du CESE sur la transition écologique et co-rapporteuse d'un autre avis sur la bonne gestion des sols agricoles. Cécile.
Oui, et par ailleurs, je suis responsable politique des questions agricoles, la France Nature Environnement. Merci de me donner la parole. Sur la transition nécessaire, j'ai pensé qu'étant donné les interventions que vous avez eues ce matin, je n'allais pas développer les questions de transition, parce que je pense que vous avez entendu parler de réchauffement climatique, de raréfaction de l'eau, d'épuisement des ressources fossiles, de perte de biodiversité, etc., etc. Donc je pense que ça, des limites de notre terre, vous en avez entendu parler ce matin, me semble-t-il, de la baisse de fertilité des sols, etc. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont aujourd'hui constatés, factuels, et en général non contestés par les scientifiques. Alors ce que je pensais, le focus que je pensais faire là aujourd'hui, c'était sur les protéines, sur la production de protéines végétales. Et ça rejoint ce que vous avez présenté sur les légumineuses. On a besoin, donc par rapport à cette transition que l'on constate, on a besoin de deux choses. On a besoin de trouver des alternatives au manque d'eau. Et on a besoin de trouver des alternatives à l'apport d'azote de synthèse. Et les légumineuses, aujourd'hui, sont une des solutions, sont la solution végétale, semble-t-il, qui rejoignent ces deux objectifs. On trouve des protéines aujourd'hui dans le colza et le tournesol et dans toutes les autres plantes qui sont rangées dans la catégorie des légumineuses et qui sont des plantes qui fixent l'azote de l'air. Donc l'enjeu de cette production va être, et vous l'avez dit, comment on intègre les légumineuses dans nos rotations culturales en France et en Europe, puisque vous avez dit notamment qu'on est quand même très loin par rapport à ce qui se passe dans le monde. Alors on a en France beaucoup développé le colza en termes de culture protéinique, et le colza a une double production, protéines et diester. Et donc, il est très rentable pour les agriculteurs parce qu'il est doublement soutenu. Il est soutenu par les aides de la PAC et il est soutenu par les aides au développement à la filière bioéthanol. Mais son développement a généré pas mal de problèmes. Comme toute culture que l'on traite un peu en monoculture ou en tout cas sur des rotations courtes, voire très courtes. Comme il revient trop souvent, on a des problèmes de développement de parasitisme, donc de développement de l'utilisation notamment d'insecticides. Il a des besoins en azote élevés et par contre, il donne peu de restitution au sol. Donc on a une perte de biodiversité, une perte de vie du sol avec la culture de colza. Ce n'est pas le colza en lui-même, hein, c'est le fait qu'il revienne trop souvent dans les rotations. Le colza, une fois tous les 6 ans, c'est pas la plante qui pose des soucis. Par contre, si l'on avait décidé de développer des rotations longues, et ce qu'il faudrait qu'on fasse de façon assez urgente maintenant, l'idée serait d'introduire des légumineuses dans ces rotations, avec toutes les qualités que l'on connaît à ces plantes, qui captent de l'azote, qui sont donc autosuffisantes en azote, qui laissent un reliquat azoté disponible pour les autres cultures, qui laissent, pour la plupart d'entre elles, des résidus organiques qui alimentent la vie organique, la vie des micro-organismes du sol, qui consomment pour la plupart d'entre elles 2 fois moins d'eau, et qui sont riches en protéines, c'est pour ça qu'on en parle, et généralement peu exigeantes en traitement, encore qu'on ait des soucis sur certaines cultures, effectivement, puisqu'on ne les a pas assez travaillées, et ça je pourrais en particulier en parler après. Et ces légumineuses sont aussi valables pour l'alimentation animale que pour l'alimentation humaine, puisqu'on peut développer... Alors là, il y a un travail, et je pense que je vous tends la perche, mais il y a un travail à faire sur la façon dont on s'alimente aujourd'hui, puisqu'on a un peu perdu la façon de cuisiner les pois chiches, les lentilles et les haricots. Ça ne fait plus partie de nos pratiques, de notre quotidien, alors que je vous assure qu'il y a plein de façons de le faire. Bon, la transition est toute trouvée puisque la perche est tendue. Sandrine Monnery-Patrice est chargée de recherche à l'INRA, ici, à Dijon, au sein du Centre des sciences du goût et de l'alimentation. Et ces recherches visent à comprendre les déterminants sensoriels, cognitifs et psychosociaux des comportements alimentaires, et en particulier chez l'enfant et chez le couple parent-enfant.
Donc elle étudie les nouveaux comportements alimentaires en lien avec les évolutions sociétales et justement, par exemple, le rééquilibrage entre protéines animales et végétales. Et elle parle souvent au grand public. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous mettez un peu la pression. Alors déjà, j'avais la pression en acceptant cette invitation parce que c'est la première fois que je crois participer à une table ronde avec un titre finalement aussi complexe. Évidemment, de par ma formation, j'avais envie d'attirer votre attention et de recentrer la problématique aussi sur le mangeur, parce que finalement, on parle d'amélioration, on parle d'amélioration de la production. Mais si, in fine, le consommateur il n'en mange pas de ces fameux aliments, ça va poser problème. Or, le cas de cette question du rééquilibrage entre protéines végétales et animales me semble vraiment très, très intéressant. Il s'est passé un événement que vous connaissez sans doute, hein, les États généraux de l'alimentation. Et alors, je ne vais pas évidemment faire ici un résumé de ce qui s'est passé, mais ce qui a été très intéressant, c'est que le mangeur français a changé de statut. Il était caractérisé par son hédonisme, par le plaisir de manger, de consommer. Et puis d'un seul coup est apparu un nouveau concept. On a alloué une place centrale au mangeur responsable, soucieux de sa santé, de sa nutrition, de son environnement, de ses choix alimentaires et de ses conséquences sur donc son environnement. Pour autant, on va lui proposer un super aliment, hein, vous en avez parlé très largement, des légumineuses en raison de leur vertu environnementale. Vous avez parlé de l'utilisation de l'azote naturel lors de leur production, donc elles vont participer à l'enrichissement des sols. Bon, c'est pas trop ma spécialité, je vais pas aller sur ce terrain-là. En raison aussi de leur intérêt nutritionnel et sanitaire, on est en pleine catastrophe, hein, je veux dire au niveau des chiffres de l'obésité infantile en pleine prévalence. Alors même si on a une stagnation apparente, en fait, quand on regarde dans les milieux les plus défavorisés, en fait, on a une augmentation de la prévalence de l'obésité infantile avec toutes les conséquences que ça a au niveau évidemment sanitaire pour le futur mangeur. Donc on a un super aliment, on a évidemment un aliment en plus qui n'est pas cher, hein. Pendant longtemps on a parlé des légumineuses sous le terme de la viande du pauvre. Alors c'est un peu négatif et c'est bien dommage. En tout cas il suffit de comparer le prix au kilo de la lentille ou d'une viande quelconque, on voit tout de suite l'intérêt et le levier que pourrait constituer cet aliment, notamment auprès des populations les moins favorisées. Donc, on est vraiment dans une situation de paradoxe parce que ce super aliment, quand on regarde les chiffres, finalement, il est très peu consommé. Quand on regarde dans le monde, on est à moins de 7 kilos par an par habitant. Lorsqu'on va zoomer plus exactement sur la France, on est entre 1,4 et 2 kilos par an par habitant en moyenne. Ça, c'est les chiffres de la FAO en 2016. Et pourtant, on était en plein boom. C'était l'année des légumineuses. Alors, si on compare juste la lentille, on est à moins de 2 kilos par an par habitant actuellement, contre plus de 60 kilos de viande. Donc, on est vraiment sur une nécessité de rééquilibrage. Alors, la viande, évidemment, pourquoi finalement, vous avez parlé des aspects évidemment environnementaux, mais d'un point de vue sanitaire, il y a cette étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, hein, par nos collègues de l'INSERM, à partir de la cohorte Nutrinet. Et aussi la cohorte Suvimax qui montrait que finalement on avait des enjeux sanitaires finalement très importants liés à la consommation de viande rouge, hein, notamment dans l'augmentation de certains cancers, notamment le cancer colorectal, avec donc des recommandations qui tombent, une limitation qui doit être pas au-delà de 500 grammes par semaine, hein, de viande et de charcuterie confondues. Mais la question c'est, on est tous convaincus, d'accord, on doit réduire, mais comment on fait? Est-ce qu'on est prêt? Alors quand on regarde les chiffres, on nous parle d'une transition nutritionnelle. Alors, transition nutritionnelle, je vais m'appuyer sur les chiffres du CREDOC. Environ entre 1 et 2% des Français seraient végétariens. Donc, eux seraient moins concernés, on va dire, par ces recommandations liées à la réduction des produits carnés. 30%, alors ça varie, c'est très flexible, un peu à l'image du concept de ce régime flexitarien, ça varie entre 20 et 30% de flexitariens, c'est-à-dire de personnes qui se déclarent prêtes à moins manger de viande ou en tout cas à en manger de meilleure qualité. 50% déclarent avoir augmenté leur consommation de protéines végétales. Et puis on aurait plus de 25% des adultes de plus de 15 ans qui
déclarent, là encore on est sur des déclarations, limiter leur consommation de viande. Là c'était en 2015, c'était avant l'année des légumineuses. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une dynamique assez favorable. Mais moi qui travaille évidemment sur les déterminants des comportements alimentaires, notamment chez l'enfant, en fait, quand on regarde de plus près, ce qui est masqué finalement, c'est que ça concerne essentiellement les personnes qui sont déjà éduquées, plutôt en bonne santé, pour lesquelles finalement il n'y a pas vraiment une plus-value sanitaire, en tout cas pour elles, certes environnementale, mais pas vraiment pour elles. En tout cas, les personnes qui auraient le plus à bénéficier de ces recommandations et de ces changements comportementaux, à savoir les populations des catégories moins favorisées, moins éduquées, finalement, ne sont pas, voire pas du tout, concernées par ces changements au profit d'un rééquilibrage entre protéines animales et végétales. Donc voilà, moi, la question que j'avais envie de poser, finalement, c'est, voilà, finalement, sommes-nous prêts ? Et à quel prix pouvons-nous changer nos habitudes et quels sont les leviers de ce changement en faveur d'un rééquilibrage ? Merci. Cela me donne une excellente transition pour passer au deuxième temps d'expression. Moi, si vous êtes d'accord, moi j'ai entendu des choses sur lesquelles il pourrait y avoir débat. Il y a déjà commencé à y avoir débat ce matin, par exemple sur les chiffres de la production, quand je vous rappelais les chiffres de Pablo Titonel là, sur les 580% de production de la viande à l'heure actuelle, qui mettait en avant, et le fait qu'il y a probablement trop de consommation dans certaines régions du monde, pas assez dans d'autres. Bon, on pourrait aller sur la discussion là, peu importe. Ce qu'on voit quand même, c'est se dégager un consensus sur cette table. Je ne cherche pas nécessairement le consensus, mais sur le fait qu'il faille changer quelque chose. Personne n'a dit le contraire, pour des raisons de nutrition, pour des raisons de santé, pour des questions environnementales. Tout le monde vient là-dessus. Tout le monde a été encore, mais c'est pour les stimuler que je dis ça, encore relativement timide sur les transitions à venir. Ils se sont surtout exprimés sur des transitions en train de se faire, en cours, sur des questions qui se posent, pas nécessairement, ils ont planté le décor, et ils vont se réexprimer, donc du coup je vais leur donner la parole, mais pas forcément sur le fait d'avoir dessiné avec précision les transitions, et j'emploie avec un S au pluriel, qui sont nécessaires pour l'avenir. Et c'est donc là-dessus que je vais les interroger dans un deuxième temps, y compris en nous identifiant, si possible, ce qu'ils perçoivent comme verrou et comme contrainte pour que cela puisse s'opérer. Et puis on va garder le même ordre de prise de parole. Donc Anne en premier. Celui-ci marche ou pas? Oui. D'accord, c'est moins fort. Là. Donc oui, par rapport à la transition que j'ai évoquée, alors pour voir qu'est-ce qui bloque en fait, c'est évidemment sur l'ensemble des chaînons de la production jusqu'à l'utilisation, et donc effectivement il faut partir de l'attente de gens qui vont utiliser ces protéines végétales. On voit bien que dans le secteur, les problèmes sont très différents. Dans le secteur de l'alimentation animale, parce que même si on veut réduire la consommation, on peut pas obligatoirement dire qu'il n'y aura plus d'alimentation animale nécessaire pour les élevages. Et donc, dans ce secteur-là, on voit que pour ce qui est de rentrer notamment, par exemple, les protéagineux, ou le soja ou d'autres légumineuses à graines, on s'aperçoit que c'est un problème de substituabilité des matières premières disponibles pour le fabricant d'aliments du bétail. Et cette substituabilité des matières premières fait qu'il y a en fait un cercle vicieux de réduction, de prix assez bas à l'achat, et du coup un prix pas très intéressant pour le producteur qui voudrait en fait viser ce débouché d'alimentation animale, et du coup ensuite il y a peu de surface du coup développée sur ces cultures-là, et donc c'est un cercle vicieux qui n'est pas vertueux parce que c'est pas un secteur spécialisé pour ce type de production et qui choisit la matière première la plus basse, et qui voilà, donc on se dit, est-ce que là-dedans c'est une réflexion de contractualisation ou de prise de parti, organisation plutôt de la collecte pour essayer d'assurer un volume suffisant pour pouvoir relancer la formulation avec ce type de culture et de produits de matières premières, qui pourra permettre
de passer le cap, qui est l'augmentation d'un seuil suffisant, avec un volume suffisant et de qualité régulière au cours des années, qui permettra alors de relancer peut-être l'intérêt, parce que les fabricants d'aliments du bétail sont très intéressés pour ce genre de produits. Après, il y a l'alimentation directe, et ça, effectivement, l'utilisation des légumineuses dans les fourrages est beaucoup plus développée, parce que les éleveurs qui produisent eux-mêmes leur fourrage peut aller en circuit court. Donc c'est aussi une composante importante de la production de légumineuses au champ et qui est à ne pas négliger. Mais les fabricants d'aliments du bétail ont aussi une part importante à jouer dans le changement sur ce secteur. En alimentation humaine, les blocages, c'est plus, comme on l'a dit, c'est une image. Après, je pense qu'il n'y a pas que les légumes secs à mettre en avant. Je pense qu'aussi, il y a toutes les réflexions d'ingrédients ou de systèmes peut-être aussi d'innovation dans la production d'aliments sains et de qualité, qui peut mobiliser des ingrédients également, et qui là-dessus peuvent mobiliser d'autres cultures que les légumes secs, que la lentille et le pois chiche ou autres. Et là-dedans, on voit qu'il y a en fait un problème pareil de volume. Et dans l'alimentation humaine en direct sur l'utilisation des produits, effectivement, il y a un manque de praticité, il y a un manque d'innovation, il y a encore beaucoup de choses à creuser pour relancer cette dynamique avec des innovations. Mais j'ai eu le plaisir de voir que dans les dernières années, là, on a eu plusieurs de start-up qui ont commencé à proposer des produits avec des légumineuses insérées, avec un côté beaucoup plus pratique. Et il y a eu même des tests avec des étudiants pour créer des systèmes, des produits innovants qui puissent être consommés sur place rapidement et avec un côté moderne. Bref, tout ça, c'est un champ d'innovation encore important. Mais pareil, il y a toujours le prix derrière. Pour le moment, en fait, par exemple, les légumes secs, c'est des petites surfaces qui finalement sont valorisées si ça va en alimentation humaine, mais pour des produits bio, ou alors si c'est des appellations d'origine contrôlée avec des valeurs ajoutées importantes. Et finalement, les producteurs ne veulent pas trop que ça se développe pour garder cet intérêt du prix et pas élargir trop les surfaces. Là, on le voit ces dernières années, et ça, par contre, on est passé de 10 000 hectares à 40 000 hectares de lentilles. On voit qu'il y a vraiment une grosse augmentation et une réaction forte des producteurs. De notre côté, en tant qu'institut technique, on dit attention, il faut aussi organiser les filières et faire que cette production soit durable et que ce ne soit pas juste un élastique qui part et qui fait qu'il y a un intérêt direct qui va retomber par manque d'anticipation des problèmes techniques ou par manque de prix, puisque tout le monde s'y met. Après, il y a aussi un problème au niveau de la production elle-même, la compétitivité des cultures en tant que telle. En fait, on voit que la réflexion, le système de culture actuel est dominé par la réflexion de la marge à la culture une année donnée. Et là, on voit que ces cultures-là, en manque de compétitivité, si on ne considère pas leur intérêt dans l'ensemble du système de culture. Et c'est là qu'on se dit, finalement, mettre en avant le fait que ça apporte des services pour l'ensemble du système, c'est aussi quelque chose qui n'est peut-être pas assez pris en compte. Et en tout cas, qui, dans le système actuel de comptabilité agricole pour les exploitations agricoles, ou alors dans la façon dont est fait le conseil agricole, la prise en compte pluriannuelle et systémique n'est pas vraiment prégnante encore. Donc c'est quelque chose qui pose problème. Et parce que l'agriculteur doit vivre aussi de sa production, donc c'est bien beau de vouloir faire des changements, mais il faut aussi prendre en compte les contraintes et comprendre justement, et c'est ce qu'on essaye de faire à Terra Nubia parfois, c'est de voir comment assembler les acteurs, en fait, entre l'utilisateur final qui voudrait un ingrédient spécifique, et puis en fait qui se dit tiens, j'arrive pas à l'avoir, mais bon, il faut aussi qu'ils comprennent les contraintes des producteurs et que le producteur sache qui a un intérêt chez un industriel. On a vu des cas, nous, où l'industriel ne trouvait pas son approvisionnement. Alors qu'on disait, après, quand on parlait aux agriculteurs, on disait, mais vous savez que. Ils nous disent, oh, mais c'est pas rentable, il n'y a pas de débouché. Ah, si, vous savez qu'il y a quelqu'un, là, il y a une usine à Vic-sur-Aisne, pas loin de chez vous, qui cherche du pois et en fait, qui ne le trouve pas. Donc, qui va chercher des importations au Canada. Donc, tout ça, c'est aussi une appropriation de l'ensemble des acteurs. Et un problème de compétitivité au sein du système de production. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, le problème est le plus global, et c'est ce qu'on disait, c'est la réflexion de verrouillage, le fait que dans son encadrement, le producteur agricole, il est contraint par l'organisation de la collecte, l'organisation de la vente de produits, l'organisation de... Tout ça, c'est cette dépendance au chemin qu'on a historiquement installée est très forte. Et voilà, c'est un problème de pas de temps, comme vous dites, et d'organisation, de faire circuler l'information et de faire comprendre qu'il y a un moment donné, il faut, avec quelques
quelques innovations, on avait fait des études avec des socio-économistes de l'INRA pour montrer qu'effectivement, c'est peut-être en insufflant des petites innovations au fur et à mesure que ça peut après repartir. Voilà, donc c'est un changement un peu de paradigme sur la façon de concevoir les choses et notamment la façon d'organiser le conseil agricole. Et là, on est complètement, nous, à la fois partie prenante en tant que Terrinovia et en même temps, voilà, avec des types de cultures très différentes. Et on voit bien que, bon, oui, la production, c'est pas que la productivité agricole, c'est pas que les intrants. En même temps, il ne faut pas non plus arriver à dire qu'on peut s'en passer complètement. Je veux dire, c'est aussi une réflexion globale et comme disait quelqu'un ce matin, une personne n'a pas la solution pour tout, hein, donc il y a quand même une combinaison à réfléchir quoi, sur ce côté-là. Après, je ne sais pas s'il faut parler des... Non, on parlera plus amplement peut-être des leviers ou des accélérations nécessaires, mais par la suite. Merci Anne. Didier. Ok, donc pour parler un petit peu de ce qui bloque ou les points les plus difficiles, je dirais, bon, il y en a un qui a déjà été mentionné par ma voisine de droite, qui est l'acceptation des consommateurs. Parce que, donc, ce qui est critique pour établir, disons, une chaîne d'approvisionnement stable et durable. Et je crois qu'il ne faut pas négliger ça. On est aussi sur des pas de temps qui sont relativement longs pour que ça s'établisse, en fait, quand on parle en particulier d'une nouvelle culture. Hein. Là, je ne parle pas des cultures établies dont on a parlé, comme les lentilles ou les pois. Donc je crois que ça, ce sont donc des choses importantes. Un critère d'acceptation, alors, dont on peut débattre, c'est est-ce qu'il faut se limiter aux produits tels qu'ils sont issus de l'agriculture, donc les pois en l'état ou les lentilles en l'état, ou est-ce qu'on passe par des étapes d'enrichissement en protéines, hein, donc, bon, on a mentionné une autre société qui travaille dans les protéines de pois, où là, il y a des traitements d'enrichissement de façon à générer ou des concentrats ou des isolats de protéines, qui rapprochent plus de la composition, on va dire, de la viande, puisque une des spécificités de la viande, c'est que c'est la plus haute teneur en protéines, si on exclut l'eau. Je veux dire, vous avez plus 70% de protéines dans la viande. Donc ça, c'était un point dont il faut aussi tenir compte. Simplement, si on commence à faire des séparations, ce qu'il faut savoir, c'est que ça consomme de l'eau et de l'énergie de façon importante. Et on y a beaucoup d'études actuellement pour aller vers des séparations sèches. Et ce que l'on rencontre à ce moment-là comme difficulté, et qu'il ne faut pas négliger, ce sont les problèmes des contaminants. Bon, on ne parle pas beaucoup, mais dans les cultures agricoles, il y a des mycotoxines. Donc si vous avez des séparations moins efficaces, il y a un risque et donc il faut réussir à corriger. Il y a aussi la présence de facteurs antinutritionnels qui existent dans les végétaux. Il ne faut pas non plus les éliminer de façon à maximaliser la valeur nutritionnelle des produits. Toutes les protéines ont des sites allergéniques, au moins c'est une de leurs propriétés, donc on peut générer de nouvelles allergies. Et également, il ne faut pas négliger les problèmes de goût qui sont critiques pour l'acceptation des consommateurs. Donc je pense que ça, pour moi, ce sont des points critiques à prendre en compte et pour expliquer un petit peu donc, des verrous sur lesquels il faut travailler. Un des points clés que j'ai mentionné, si on commence à faire des séparations, c'est la valorisation complète de la matière première. Donc j'ai promis à Anne de prendre l'exemple du pois. Dans une vie antérieure, donc moi j'ai été très intéressé de voir qu'il y avait un surplus de protéines de pois en Chine. Et il y a quelques années, je savais par des contacts avec une autre société qu'en fait la difficulté c'était qu'est-ce qu'on va faire de l'amidon de pois. On va dire en simplifiant, le pois, la valeur est issue essentiellement des protéines, mais il y a de l'amidon. Et en fait, quand vous couplez les deux, vous vous rendez compte, et bon, après on a fait une investigation en Chine, c'est qu'en fait l'amidon de pois a des propriétés tout à fait intéressantes pour la formation, la préparation des nouilles chinoises. Et donc le marché chinois des pois a été tiré par ça, et ils ont donc en Asie un surplus de protéines de pois. Donc voilà, et qui reste à valoriser, puisque donc, bon, ils n'ont pas bougé encore beaucoup de ce côté-là. Donc voilà un petit peu un exemple que je tenais à donner qui est assez pratique. Mais bon, oui, je pense qu'il faut établir des chaînes d'approvisionnement et garantir
une stabilité de la valeur, et ça se fait donc par cette combinaison donc d'application et disons de valorisation complète des matières premières. Merci. Alors, juste pour revenir sur les deux choses que vous avez dites, sur la question sociale, moi je pense que si on valorise les protéines en disant que c'est la viande du pauvre, on ne va pas réussir. Je ne pense pas. Et il y a tout un travail canadien très intéressant à regarder qui a été fait sur la consommation des légumineuses par nos cousins. Voilà. Donc je pense qu'il y a des choses à aller glaner là-bas. Une autre chose, sans vouloir être trop rabat-joie, il y a quelques études qui viennent de sortir depuis quelques années sur les aliments ultra transformés et les problèmes de santé que ces aliments entraînent. Et donc voilà, je pense qu'il ne faut pas négliger quand on sépare des aliments pour séparer l'amidon des protéines, séparer le lactose, etc., on obtient des choses qui ne sont pas forcément que notre corps et notre système digestif n'est pas forcément apte à entièrement digérer, me semble-t-il. Pour répondre plus précisément à la question, moi je pense que le principal frein, c'est le manque de volonté politique d'aller dans le sens de l'agroécologie. Il y a un manque de cohérence des politiques publiques de façon générale. Et c'est quelque chose que l'on avait noté déjà en 2016 au CESE, dans cet avis. On a besoin de 3 leviers concomitants. C'est-à-dire on a vraiment besoin des leviers, de les actionner ensemble. C'est des politiques publiques adaptées, des filières dynamiques, et vous l'avez soulevé, et une recherche variétale qui soit orientée vers les choix que l'on a faits. Par exemple, sur les politiques publiques, la PAC, elle a adopté un soutien, elle s'ajoute au soutien à l'incorporation du colza, et elle rend le colza financièrement intéressant. Si on voulait faire la même chose sur d'autres plantes, on pourrait. C'est une question de choix politique. L'argent, il est là, il est dans la PAC, il est dans les politiques énergétiques, et c'est vraiment le choix qu'on en fait d'orienter la PAC, les aides de la PAC sur telle ou telle production qui vont permettre ou pas de partir vers ces cultures agroécologiques. Les filières, l'organisation des filières, on sait que c'est compliqué. Quand on est une coopérative et qu'on travaille 3 produits, si on en ajoute 4, ça complique forcément le travail, l'organisation des silos, de la récolte, de la distribution, des marchés qui au début n'existent pas, etc. On a donc un besoin de soutien à la mise en place de ces filières. Sinon, on est dans ce cercle vicieux qui fait que on n'arrive pas à mettre en place des filières puisque le marché n'existe pas, etc. Et le dernier point, c'est la recherche variétale. La recherche variétale sur les légumineuses a été quasiment nulle ou inexistante ces dernières décennies. On parle d'espèces orphelines quand on parle du lupin et du pois. Si on s'y met vraiment, comme on s'y est mis sur d'autres espèces, on peut trouver des variétés productives qui soient stables en production et qui répondent donc aux besoins et des agriculteurs et des filières, etc. C'est vraiment une question, là encore, de choix, de travail. Mais je voudrais aussi rajouter quelque chose sur la recherche animale. On a aussi à faire du travail dans le même sens, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on ne pourra pas faire un poulet en 42 jours avec du pois fourragé au lieu du soja importé. C'est clair qu'on va pas. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on change là aussi notre réflexion et qu'on adopte notre production en fonction de ce qu'on va vouloir faire en végétal. Même chose pour les vaches à 13 000 litres, on ne va pas y arriver. Donc on a fait cette sélection animale la plupart du temps sur cette valorisation de soja, sur cette valorisation de protéines. Il faudrait que l'on réoriente autrement notre sélection en partant sur une valorisation de l'herbe et sur une valorisation des protéines qu'on est capable de fournir sur nos territoires. Et ça ne veut pas dire que, on n'est pas, moi je prône pas du tout la disparition de l'élevage, c'est un changement de système d'élevage. On a besoin des ruminants qui sont les seuls à pouvoir valoriser l'herbe, et on a besoin d'un élevage qui nous fournisse encore de la viande, mais peut-être pas dans les conditions dans lesquelles elle est fournie aujourd'hui.
Alors, pour revenir sur finalement ce qui permettrait d'accélérer les transitions, moi je vais revenir finalement sur ce que je connais et ce que j'étudie dans mes recherches, à savoir le mangeur. Finalement, ce qui peut accélérer les transitions, déjà on peut se demander en amont ce qui freine finalement ces transitions. Quels sont les freins que l'on peut identifier pour ensuite essayer d'identifier un certain nombre de facteurs de résilience et de changement. Alors parmi les freins, je vais rester au niveau du mangeur, il y a des freins, enfin moi j'ai identifié 3 types de freins. La première catégorie de freins, c'est vraiment les freins d'ordre cognitif. Vraiment notre système de pensée qui finalement ne pense pas les légumineuses ou les protéines végétales comme une catégorie à part qui pourrait d'ailleurs remplacer une autre catégorie. Par exemple, on est dans quelque chose qui est, alors c'est vraiment les études qu'on a conduites avec voilà, Mathésarde qui est ici, ou les travaux qu'on a conduits antérieurement et qui ont été publiés. En fait, les légumineuses, c'est quoi? C'est un accompagnement, et un accompagnement de quoi? De la viande. Donc ça va être très compliqué de remplacer une chose par une autre chose, vu que c'est l'option, c'est le plan. Vous voyez, c'est le petit satellite, hein. C'est pas ce qu'on appelle le noyau de la représentation du repas, de l'assiette, c'est pas le centre, c'est pas le pilier. Donc vous voyez bien qu'on a un système un petit peu bancal. Donc c'est un accompagnement. Une autre valeur aussi qu'on a pu trouver rattachée à cette notion de légumes secs. Alors juste pour préciser, quand on s'intéresse, nous, quand on fait des interviews, des études auprès de nos mangeurs, on ne parle jamais de légumineux. C'est un concept qui n'est pas du tout connu. Hein. Pour le mangeur français, on va parler de légumes secs. Et quand on parle de légumes secs, et quand on lui demande de développer les premières associations, les premiers mots qui viennent à l'esprit lorsqu'on va lui évoquer ce terme de légumes secs, eh bien en fait, il va y avoir une opposition par rapport à légumes frais. C'est-à-dire en fait, c'est le sec. Ça s'oppose à la fraîcheur, c'est ce qui est mort, c'est ce qui est sec, c'est ce qui est déshydraté. C'est pas très sexy quand même. On veut nous faire changer nos comportements en abandonnant, disons, partiellement, quelque chose qu'on adore, la viande, qui fait partie de nos valeurs depuis voilà, pas mal quand on regarde voilà, l'histoire de l'humanité, c'est vraiment une valeur très forte au profit de quelque chose qui serait sec, déshydraté, pas très sexy. Alors effectivement, je rejoins complètement ce que vous disiez, Cécile, sur ce qu'ont fait nos cousins lointains québécois, canadiens, sur les pulses. D'ailleurs, ils ont trouvé un terme qui est super, qui pulse, c'est pulses, qui est la traduction de légumes secs, légumineuses, et qui effectivement en jette un peu plus que nos pauvres légumes secs, qui renvoient à cette image, comme je l'ai dit et comme vous l'aviez rappelé, un peu de viande du pauvre, alors qu'en fait on a un super aliment qui vraiment est terni par cette image négative, donc qui renvoie à la fonction symbolique et cognitive, mais qui est très ancrée en fait dans nos consommateurs. Et comme le disait Lévi-Strauss, en fait, pour qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser. Donc voilà, je vous invite à réfléchir sur finalement la façon dont on pense finalement notre transition. Et je pense qu'on se trompe en essayant tout de suite d'imposer des recommandations très contraignantes qui finalement perdent de la valeur hédonique, plaisir, qui finalement nous amènerait plus à davantage en consommer. Le deuxième frein qu'on peut identifier, il est de l'ordre de nos pratiques. Donc c'est un frein qui n'est plus cognitif, mais qui est plutôt social. Alors nos pratiques éducatives qui font que voilà, on va servir la viande et puis après on va chercher ce qu'on va mettre autour. Mais il y a aussi nos habitudes alimentaires. Nos habitudes alimentaires, c'est quoi une habitude? Il faut se rappeler de la définition d'une habitude. Finalement, c'est une réponse très parcimonieuse à notre environnement qui, lui, est très contraignant. Donc, en fait, c'est des raccourcis comportementaux qu'on va mettre en place parce que, finalement, c'est la bonne réponse au bon moment. Donc, changer une habitude qui est efficace, à savoir, je fais mon plat, j'ai mon petit truc de jambon, et puis à côté, je réfléchis à ce que je vais mettre autour. Et là, d'un seul coup, on me dit qu'il faut que j'aille chercher des produits dont je ne connais pas bien le nom, dont je n'ai pas bien le concept, qui vont être longs à préparer, en tout cas dans les représentations des mangeurs, longs à faire tremper, etc., qui ne sont pas très sexy. Donc là, il y a vraiment un coût, comment dirais-je, temporel lié à la préparation qui va, là encore, freiner la réappropriation dans nos pratiques et dans nos habitudes de ces aliments, donc en faveur d'un rééquilibrage. Et le dernier frein, alors qui est un frein chez le consommateur adulte, c'est un frein sensoriel, vous l'aviez évoqué, encore faut-il que ça plaise au niveau du goût. C'est vrai que c'est des aliments qui, chez l'adulte, ne sont pas très appétants, il faut bien dire les choses, alors que le goût de la viande, enfin, c'est quelque chose qui ressort toujours dans les entretiens, on n'est pas prêt à sacrifier, entre guillemets, ce goût de la viande. Donc,
en fait, quand on va parler de ce plaisir sensoriel associé à ces aliments, on imagine tout de suite un coût hédonique par rapport au fait qu'on va perdre le goût de la viande, qui est donc très ancré dans nos habitudes, dans nos représentations, mais qui procure immédiatement quelque chose de très satisfaisant et de très stimulant. Donc voilà, on a vraiment des freins à la fois donc, cognitifs, sensoriels, pratiques, sociaux, qui vont limiter en fait, la réappropriation, notamment par les populations les moins favorisées, les moins convaincues. Et donc, à partir de là, évidemment, on va essayer de trouver des leviers qui vont répondre à ces différentes dimensions, parce que bon, un certain nombre de sociologues ont permis de mettre en évidence qu'en agissant sur différents leviers, on a plus de chances de favoriser les conditions du changement de comportement. Par contre, il y a j'ai parlé beaucoup de consommateurs adultes. C'est vrai qu'il peut-être le levier le plus favorable serait de travailler avec l'enfant, parce que lui, tous ces leviers, enfin tous ces freins que je viens d'évoquer, cognitifs, au niveau de la représentation, au niveau des pratiques, lui s'en fiche complètement. Le goût, il adore ça. Contrairement à nos a priori, on projette sur l'enfant des goûts pas très stimulés par rapport à ces questions des légumineuses. En fait, on s'aperçoit que les enfants, ils aiment bien. Les effets post-ingestifs, eux, ça les amuse. Donc, vraiment, on a un super aliment pour les enfants. Et comme on sait que les habitudes, et ça, on l'a vraiment mis en évidence dans notre équipe, les habitudes alimentaires se mettent en place dès les premières années de la vie, allons-y. Enfin, voilà, mettons les légumineuses dans la table de nos petits, c'est le meilleur moyen pour qu'ils en mangent plus tard. Donc on parlait de transition peut-être à très court terme. Bon voilà, j'essaye de m'en sortir avec une transition à plus long terme en investissant sur l'enfance. Je voulais aussi parler qu'il me semble important de le mentionner ici, d'un certain décalage qui existe entre les discours des experts. Voilà, j'étais allée à cette réunion sur le réseau francophone des légumineuses où on avait l'impression qu'il n'y avait pas de problème, on parlait tous de légumineuses, de lupins, etc. Et les consommateurs que moi je côtoie dans mes études au quotidien, pour qui le lupin c'est un personnage d'une bande dessinée, enfin c'est pas du tout un aliment. Enfin voilà, je voulais juste dire qu'il y avait aussi un dynamisme peut-être à créer au niveau des filières, là je suis moins experte, mais quelque chose qui est beaucoup plus vertical qu'on l'imagine et qui sorte des injonctions catastrophiques pour ta santé, mange 5 fruits et légumes par jour. Le nouveau PNNS veut effectivement valoriser la consommation de légumineuses, mais je crains le pire au niveau de la consommation, enfin de la communication qui risque de ressortir de tout cela. Voilà. Essayons de retravailler ensemble pour justement faire quelque chose de plus appétant, de plus sympa, genre ce qu'a fait nos cousins avec le terme de pulses, et ça pulse et on a envie d'en manger. On ne sait pas ce que c'est, mais on a envie d'en manger. Je ne sais pas vous, mais moi je me suis régalé, sans vilain jeu de mots. Et ce qu'on voit bien, c'est que tout le monde continue à l'affirmer en permanence. On est bien, le mot a été utilisé sur un changement de paradigme, sur un besoin de transition, sur un besoin de transformation. Vous l'avez tous les quatre abordé sous des angles bien différents. D'abord sous l'angle de la durabilité des filières de production, dans un deuxième temps sous l'angle des itinéraires techniques qui le permettent, y compris de manière sécurisée. Ensuite, sous l'angle de l'organisation des politiques publiques et du cadre politique qui le permettent. Et derrière, sous l'angle des changements de consommation et de comportement qui vont avec. Au passage, on voit que la question elle est bien plus complexe que uniquement plus de végétal et moins d'animal. Vous l'avez tous dit d'une manière différente. Et on voit également qu'on ne dissocie pas en permanence dans ces changements ce qui est l'ordre du levier, du verrou et du risque. Et du coup, pour finir, comme en plus de ça, vous avez été super respectueux des consignes de temps qu'on s'était données, si, par contre un tout petit peu dépassé, mais si vous pouvez en 3-4 minutes chacun, et on reprend le même tour de table, finir par un message de conclusion, de recommandation, de souhait, de rêve, d'ouverture au débat, comme vous le voulez. Après, je ne sais pas, je me retourne vers les organisateurs. On a respecté le temps qu'on s'était dit, mais on avait imaginé 15-20 minutes avec la salle. Est-ce que ce sera possible ou pas en fonction du fait qu'on ait commencé un peu en retard ? Il n'y en aura pas des masses, mais il y en aura quelques-unes quand même. Donc préparez vos questions dans la salle et vos rebonds. Donc 3-4 minutes, le plus court, on le fait, le plus de temps il y a pour la salle. Ouais, c'est des débats, on pourrait en dire pas mal, mais en 4 minutes, oui, il faut effectivement agir à plusieurs niveaux. Donc, je suis d'accord avec vous. On a une expérience, nous, en Occitanie, là, en ce moment, où on a mobilisé tous les acteurs
du secteur pour parler des légumineuses à graines et pas que des légumes secs, justement. Changer les terminologies, ça peut aider, mais c'est aussi pour essayer de voir comment mieux communiquer, essayer d'organiser un brainstorming collectif entre des acteurs du territoire, des industriels, des coopératives, des agriculteurs, qui viennent partager en fait cette notion de quel intérêt on aurait à soit produire, soit consommer, soit transformer, soit utiliser des légumineuses à graines. Donc déjà, ce partage collectif des enjeux et des possibilités et des solutions qui pourraient... Là, on parle des légumineuses, mais ça peut être d'autres sujets. Déjà, le partage des enjeux sur la durabilité, qu'est-ce que c'est, et que ce n'est pas juste une pérennité des choses, mais que c'est bien 5 piliers. Et donc, il y a l'aspect social, l'aspect environnement, l'aspect produit sain, l'aspect pérennité pour le potentiel agricole, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment... Et souvent, il y a un peu un biais, on parle de durabilité juste pour dire que c'est pérenne. Donc déjà, un partage plus fort au niveau collectif, et après, vraiment les entraîner, eh ben oui, c'est déjà partir de ce que les gens ont besoin et de comprendre que c'est aussi l'intérêt de l'agriculteur et en quoi il peut le mobiliser mieux sur le terrain. Et pour ça, nous, effectivement, en tant que conseiller agricole ou partenaire avec des conseillers agricoles, on essaye de voir comment faire remonter des expériences d'agriculteurs et partager avec les pairs pour dire, voilà, les légumineuses, c'est une, mais ça peut être d'autres solutions pour mobiliser les processus écologiques dans les systèmes de culture. Et parce qu'il faut se rappeler aussi que, ça, je trouve que je voulais juste revenir là-dessus, les protéines végétales, c'est aussi avant tout les céréales qui apportent des protéines, en fait. Donc, c'est 75% des protéines végétales, c'est des céréales. Ensuite, 20%, c'est les oléagineux qui les apportent. Et les légumineuses, c'est 5%. Donc, ces légumineuses sont peu importantes à tous les niveaux. Mais je veux dire, faut se dire qu'il n'y a pas que les légumineuses pour avoir des protéines végétales. Ça, c'est un point de détail, mais important. Et donc, c'est l'ensemble du système de culture qui doit être pluriespèce, qui doit être réfléchi. Et ça, on l'a déjà discuté ce matin, dans les échanges avec les intervenants de ce matin. Donc, avoir vraiment une approche beaucoup plus systémique et holistique des choses, c'est très important. Et le partager avec les autres. Et ensuite, dans la façon de faire l'appropriation, je pense que là, il faut remettre l'agriculteur, qui est le producteur in fine de ces protéines végétales, le remettre au centre du processus de répartition de la valeur, parce que c'est bien ça qui pose souci, c'est du moment... et pourquoi il y a un blocage ? Il y a peut-être plusieurs choses. Il faut montrer qu'il y a un intérêt aussi aux collecteurs, peut-être pour d'avoir de nouveaux débouchés, et il y a des collecteurs qui commencent à changer complètement leur fusil d'épaule et à diversifier. Ils se rendent compte qu'effectivement, on arrive à des impasses techniques, et donc on est obligé d'aller dans des réflexions de nouvelles filières et de réorganiser la collecte pour que ce soit plus gérable, d'avoir une diversité de produits dans les silos. Donc ça commence à venir, et donc s'organiser en collectif pour gérer mieux la segmentation de la collecte, arriver à avoir une plus de traçabilité. Tout ça, c'est des éléments très concrets qui peuvent être... donc c'est pas que l'agriculteur, mais par contre l'agriculteur doit s'y retrouver, et au niveau partage de la valeur in fine, si on dit que c'est des produits mieux pour l'environnement. Et c'est vrai que des produits qui n'ont pas besoin d'engrais azotés, c'est quand même 70% de moins de gaz à effet de serre pour la matière première elle-même. Donc, c'est pas négligeable, quoi. Après, c'est un tout. Donc, pour moi, oui, c'est ça, remettre un peu cette réflexion de l'entraînement et de l'importance finalement que la nature peut être un atout. Et là, je me retournerai aussi vers vous en disant, mais finalement, qu'est-ce que vous avez comme question et comme élément de réponse à développer dans votre vie de jeune chercheur pour pouvoir apporter des éléments sur ce sujet-là. C'est un peu ça le débat ici aussi. Ok, merci. Donc je pense que je vais rejoindre Anne sur un point. C'est le premier point que j'avais mis pour la conclusion, c'était une approche systémique et nécessaire. Et certainement parce qu'on doit prendre en compte vraiment de la production primaire jusqu'au consommateur. Et dans le consommateur, donc l'inciter donc, à avoir le bon comportement alimentaire. Ce que je tiens à dire, c'est que pour moi aussi, les protéines végétales ne sont qu'une partie de l'assiette, et donc il faut peut-être regarder toute l'assiette et regarder le régime dans son ensemble. Et ça, je crois que c'est un point qui est très important. L'autre point, je pense qu'on a parlé pas mal d'une perspective française, Europe ou pays développés. Je crois qu'il faut bien intégrer peut-être le contexte global qui couvre disons, des situations qui sont très très différentes entre les pays pauvres ou disons en dessous de la moyenne au point de vue de l'état des sols. On a ici des sols qui sont très fortement traités avec des engrais azotés. En Chine, c'est encore plus, mais il y a des pays où il manque d'azote et où on n'atteint pas
le rendement à l'hectare que l'on pourrait obtenir. Et il ne faut pas oublier que quand on parle des changements des productions, ça inclut, de façon à pouvoir faire vivre tout le monde, des changements de production aussi dans ces pays-là, et qui sont en train de gagner beaucoup plus que nous en population. Donc je crois que ça c'est un des points importants à prendre en compte. Je pensais que j'avais un autre point par rapport à ces pays-là. Bon, ça me reviendra peut-être. L'autre point donc maintenant je reviens sur la France. Moi j'ai assisté à une des conférences récemment de Caliment qui était donc sur les protéines animales, protéines végétales. Changement des habitudes alimentaires, c'est pas tant passer des protéines animales aux protéines végétales. Chacun d'entre nous consommons trop de protéines tous les jours. L'apport énergétique, c'est 0,8 g par kilo et par jour. Donc vous pouvez calculer, de protéines sèches, on va dire. Aujourd'hui, en France, la moyenne, c'est 1,4 g par kilo et par jour. Donc déjà, si on diminuait de 1,4 à 0,8, je pense que ça changerait beaucoup la donne. Et l'autre point que je peux citer, il y a eu je pense que c'est un professeur de Wageningen qui a repris ça en disant vous prenez votre régime aujourd'hui dans les pays développés, vous réduisez d'un tiers votre consommation en protéines et vous changez un tiers de vos protéines animales en protéines végétales. Et ça va couvrir le gap. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur ces sujets. Du coup, merci. Oui, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux, effectivement, on n'a pas que les légumineuses pour nous apporter des protéines dans notre régime actuel. Par contre, l'idée d'augmenter la ration de légumineuses, de légumes secs dans nos rations, c'est aussi parce que c'est nécessaire pour les sols. Et si on ne regarde que le régime alimentaire, effectivement, on peut se dire, on a d'autres apports. Mais si on parle durabilité des filières de production, je vais me faire plaisir et vous faire plaisir aux Dijonnais en citant Lionel Rangeard, donc de l'équipe de Dijon, qui, quand je lui parle fertilité des sols, me répond durabilité des sols et vie biologique. Il s'agit bien de durabilité et de tenir dans le temps, d'être résilient. Et donc pour ça, on a besoin des légumineuses, pas seulement pour équilibrer notre ration alimentaire, même si c'est important. Et donc, ce qui pour moi est important dans la recommandation, c'est l'orientation des politiques publiques qui intègre le développement des filières de diversification de la production et la question de l'indispensable économie d'eau. Ça fait partie, pour moi, d'un tout. Et il faut absolument qu'on ait une cohérence dans notre soutien à l'agriculture, des politiques publiques intégratives et courageuses pour réorienter les productions vers ces éléments, vers l'agroécologie et redonner aux agriculteurs de la valeur ajoutée. Vous en avez parlé, le partage de la valeur. Et tout ça, c'est une question, quand on parle de durabilité, c'est une question de valeur au pluriel et d'éthique. Que l'on doit absolument mettre au cœur de nos discussions et de nos réflexions et de nos choix, parce qu'il en va donc de notre avenir, quoi. Alors, vous nous avez demandé de finir en proposant une petite synthèse sur les recommandations. Et puis, à un moment donné, vous avez dit, vous pouvez aller jusqu'à vos rêves. Alors, moi, je vais plutôt insister sur mes rêves, en fait. Alors, pas ce que j'ai fait cette nuit, mais... Alors, voilà, il y a 3 rêves, en fait, que j'aurais, mais vraiment, et j'essaye d'y contribuer modestement, moi, en essayant de participer à la production scientifique et aussi en communiquant. C'est vraiment au niveau des politiques de santé publique. Il y a vraiment un manque de courage politique, effectivement, pour amener... Alors, je vais prendre un exemple, juste pour faire une étude dans les cantines, pour juste rajouter un petit peu de pois chiches au menu des cantines, quand on voit, donc pour les jeunes enfants, quand on voit déjà l'inertie, les difficultés, juste à changer ce programme, ce menu de la semaine, voilà, on peut imaginer l'inertie beaucoup plus globale et qui me semble être vraiment complètement rédhibitoire au changement avant que ça descende jusque dans les comportements des mangeurs. Et la semaine dernière, j'étais justement au ministère de la Santé où il y avait toute une conférence et je participais donc à une table ronde. C'était sur l'alimentation des jeunes enfants, quelle responsabilité pour les adultes. Donc il y a eu différents intervenants.
Finalement, on s'est rendu compte que le ministère de la Santé n'était pas représenté, finalement. Donc, ils étaient uniquement représentés par les lieux qui nous accueillaient. C'était très agréable. Mais surtout, j'ai compris aussi que ça allait être difficile à changer lorsque je suis allée à la cantine du ministère, où finalement, on avait du melon, on avait toutes des portions de viande astronomiques. Et après, quand on déposait nos petits plateaux sur le chariot et qu'on voyait les gâchis qu'occasionnaient ces portions disproportionnées, je me suis dit qu'il y a quand même un gros problème, que les décisions ne sont peut-être pas prises par les bonnes personnes. En tout cas, elles ne consultent pas suffisamment les scientifiques. Alors l'autre rêve, il est au niveau de la communication, au niveau de notre santé publique, là encore. J'en ai marre des injonctions, j'en ai marre qu'on me dise qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. J'ai envie qu'on me dise comment on fait pour faire manger des brocolis à des enfants. Alors moi, je suis bien placée pour le savoir puisqu'on fait des recherches là-dessus. Il existe des solutions et je trouve qu'il manque vraiment d'audace dans la communication publique. Et c'est bien dommage parce qu'on sait que ça peut marcher, notamment chez les enfants. Voilà, ça peut créer un petit truc qui peut déverrouiller vraiment les comportements. Et le troisième rêve, et c'est le dernier, en fait, ça serait de valoriser l'hédonisme. Alors, c'est pas parce que je suis dijonnaise, bourguignonne et qu'on aime bien l'art de la table, mais au lieu de parler de santé, d'environnement, notamment quand on s'adresse à des jeunes enfants, moi, j'insisterais plutôt sur le plaisir de la consommation de tous ces aliments qui sont bons pour la santé, sans forcément les mentionner comme bons pour la santé, plutôt stimuler une créativité au niveau des recettes, au niveau des produits, au niveau des appellations, au niveau, voilà, pour vraiment être sûr qu'on puisse se les réapproprier et puis vraiment débloquer en fait nos comportements, notre pudeur quelque part par rapport à cette nouveauté. Et moi j'ai fait une étude il n'y a pas très longtemps qui montrait que c'était les enfants qui avaient les attitudes les plus portées sur les questions de plaisir et de partage au niveau de l'art de la table. Et bien c'était ces enfants qui, lorsqu'on les mettait face à un petit buffet, qui faisaient les choix alimentaires les plus sains par rapport aux enfants qui avaient des attitudes très orientées sur la santé et la nutrition. Donc moi je pense que le plaisir, ça peut être un bon moyen, un bon levier pour justement peut-être permettre le passage à l'acte et la réappropriation de ces aliments bons pour la santé. Merci. Après cette invitation au rêve, au plaisir, est-ce que vous osez? Qui souhaite réagir dans la salle? On fera après une petite conclusion très rapide. Osez, hein? Qui casse la glace? Je la casse pour faire débarrer un petit peu le débat. Dans tout ce que vous avez développé, vous avez parlé un peu santé, vous avez parlé effectivement problèmes liés à l'azote, mais la biodiversité, vous ne l'avez absolument pas abordée. Or, on est dans les grandes cultures et ça aussi, c'est une vraie question. Est-ce que vous pouvez juste dire 2 mots sur ce point? Je vous propose, avant de réagir éventuellement les uns et les autres, de noter s'il y a d'autres questions, comme ça nous permet de gérer le temps. Mais s'il n'y en a pas d'autres, on va sur la biodiversité. Oui, il y a une autre question, ou une autre remarque. Question, remarque, sentez-vous libre. 2. Voilà, on prend tout et on réagit un petit peu à tout, hein, de notre côté. Bonjour, merci pour cette table ronde. C'est peut-être une question naïve, hein, mais vous avez parlé beaucoup des légumineuses comme une nouveauté, comme quelque chose qui vient révolutionner un peu notre assiette, alors qu'en fait, avant l'implantation des céréales, surtout en France et en Europe, ces légumineuses, elles faisaient partie de notre assiette, elles faisaient partie de la production. Je me sens que c'était 30% de la production française avant l'arrivée en fait d'une agriculture comme on l'appellerait aujourd'hui conventionnelle. Donc pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chercher dans ce qu'il y avait avant, dans les habitudes d'avant, en termes de consommation, en termes de production, pour résoudre et débloquer un peu ces blocages au niveau des filières, essayer de dépoussiérer un peu ce qui existait avant. Il y avait des rotations longues avec beaucoup de légumineuses dedans, je sais pas, voilà. Donc ça me semble un peu, comment dire, je trouve qu'on oublie ce qu'on faisait en fait avant de s'appuyer sur le pétrole pour l'agriculture, voilà. Une troisième question, je crois juste en dessous, en bas.
Et bonjour et merci pour partager votre point de vue. Et pardon, mon accent italien un peu fort. Bon, bah, voilà, on va entendre. Et donc voilà, ma question c'est plutôt sur la cohérence de ces discours et après sur la pratique. Donc, par exemple, j'ai étudié aux Pays-Bas, à Wageningen. Il y avait beaucoup de professeurs qui travaillaient sur ça, d'étudiants qui ont fait la thèse. Mais donc, il a essayé petit à petit d'avoir des changements de pratique tout de suite. Et donc, par exemple, il y avait le lundi, dans la cantine, il n'est pas possible de servir de la viande. Donc, c'est une initiative qui était prise avec tous les chercheurs, les étudiants. Donc, et ça, vraiment, j'appréciais pas simplement d'étudier les sujets, de comment optimiser, mais voilà, nous sommes déjà dans une université et donc il va essayer d'être cohérent et essayer ça. Après, bon, j'avais la possibilité de voyager un peu plus et d'aller à beaucoup de conférences. Et par exemple, la cantine de l'FAO, c'est ridicule parce que le prix il est vachement bas. Ça coûte un repas 2 € et il peut manger vraiment des choses classe. Et il n'y a pas vraiment de compréhension de viande. Oui, il y a bien sûr des options avec pas de viande, mais il y a vraiment des gaspillages énormes. Et donc, je me demande s'il y a des initiatives dans notre demande de chercheurs ou de personnes qui travaillent sur le développement durable ou sur la durabilité, s'il y a quand même des initiatives un peu comme le lundi pas de viande à Wageningen, mais c'est un truc un peu plus international, un peu plus d'action. Voilà, ça c'est ma question. Merci. Avant que vous répondiez comme vous le souhaitez, juste savoir pour gérer le temps, s'il y a d'autres interventions après dans un deuxième tour ou si on s'arrêtera là. On s'arrête là? Pas de regret. Hein. Donc vous répondez et dans le même temps, je vous demanderai chacun, donc vous répondez aux questions et chacun en 30 secondes, 1 minute, une dernière phrase ou un dernier mot de conclusion de ce que vous a inspiré ce moment. Oui, par rapport à la biodiversité, en fait, quand on parle de légumineuses, on parle pas seulement de l'azote, en fait, ça apporte vraiment la diversité fonctionnelle au sein des systèmes de culture, puisque c'est une famille botanique différente des autres culture. Donc en fait, effectivement, c'est la diversité à la fois au sein de la production végétale et la diversité aussi par rapport aux insectes utiles ou aux insectes même pas utiles. Je veux dire, la biodiversité souterraine, c'est ce qu'on essaie d'étudier en ce moment, c'est de voir effectivement, on voit qu'il y a un effet positif des légumineuses sur l'activité biologique, mais c'est pas quantifié, c'est pas vraiment précisé. On sait que le sol c'est important, mais c'est pas du tout, c'est pas simplement les légumineuses qui font régler ça, c'est beaucoup plus un apport de couverts plus régulier qui va permettre de renforcer le retour de matière organique, de la constitution de la matière organique. Donc je veux dire, il y a tout un ensemble de choses. Les légumineuses sont nécessaires puisque pour le stockage de carbone, il faut peut-être aussi de l'azote, etc. Toutes ces questions-là, elles sont en train d'être débattues et approfondies. Donc la réponse n'est pas simple. Mais la biodiversité, elle est par à la fois les familles botaniques, le fait de faire des associations de culture de 2 familles botaniques, on voit bien que c'est très positif aussi sur le fonctionnement de la productivité qui est augmentée sur une même surface. Après, il faut arriver à voir s'il faut le déployer dans certains systèmes, c'est plus prégnant ou pas. Mais la biodiversité, par contre, sauvage, bien sûr qu'elle est aussi à favoriser. Et après, on peut aller bien plus loin avec de l'agroforesterie, etc. Mais rien qu'au niveau des systèmes de culture, on réfléchit en ce moment, nous, sur des impasses, justement, par rapport au colza, vous disiez ça. On est sur le fait, dans une situation comme Lyon, où il y a effectivement une augmentation de résistance aux insecticides qui fait qu'on ne peut plus cultiver de colza. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de voir comment relancer en fait, la régulation naturelle par la réflexion de bandes, moins de travail du sol pour pouvoir préserver des parasitoïdes d'intérêt et pour lutter contre les ravageurs du colza, et également comment implanter des plantes fleuries et des haies qui permettraient de relancer la régulation naturelle. Et on sait que ça ne va pas se faire en 2 minutes. Et là, c'est la prise de risque par l'agriculteur qui n'est pas évidente. En plus, là, c'est des gens qui sont dans l'impasse, donc ce n'est pas évident de les mobiliser. Dans d'autres cas, on est dans des situations où c'est plus des acteurs volontaires, et là, c'est beaucoup plus facile à démarrer. Mais oui, la biodiversité, elle doit être prise en compte, et de toute manière, au sein du système de culture, il faut le diversifier et faire qu'il permette de maintenir cette biodiversité. Et moi, j'étais très peut-être je pourrais même d'ailleurs finir sur cette parole. C'était Cynthia Fleury, une psychiatre qui est quand même
en fait assez philosophe politique plutôt, qui disait que il faut remettre la nature au centre du débat social, et du contrat social se fait avec la nature au centre du contrat social. C'est quelque chose qui est fort dans le sens où effectivement on ne peut pas dire que la productivité agricole, elle ne peut pas se faire sans le respect de la nature. Après, on ne va pas pouvoir combiner. Il ne faut pas opposer les cultures au niveau des politiques agricoles. Et là, le volontarisme politique, je pense que c'est important. Mais il ne faut pas opposer des cultures l'une par rapport à l'autre. Ça, c'était un aspect. Sur la biodiversité. Sur le côté révolution, et pourquoi pas faire ce qu'on avait déjà fait avant. En fait, dans le principe, je pense qu'on ne pourra pas jamais revenir en arrière, ce n'est pas l'objet. Et la réflexion de la réduction de l'intérêt des légumineuses, alors peut-être s'il y en a que ça intéresse, d'ailleurs, je peux vous dire que c'est un bouquin qu'on avait coordonné avec Christian Huyghe et d'autres, et 60 experts en fait, autour du sujet des légumineuses, et c'était une sorte de petite référence sur les légumineuses, si ça vous intéresse. Et là-dessus, on a étudié à la fois la raison des baisses, la raison enfin, dans tous les secteurs d'intérêt qu'on vient de débattre, comment elles se plaçaient, comment elles avaient évolué dans le temps et qu'est-ce qui était à faire. On ne pourra pas revenir en arrière. Je pense qu'il faut, que ce soit pour la consommation, comme on disait, c'était la viande du pauvre. C'est plus tellement le principe, et on est en train de réfléchir au contraire à des innovations. Et quand vous disiez mettre les choses en pratique, avec pas parler que de la théorie, mais le mettre en pratique, c'était tout à fait l'état d'esprit de la dernière conférence en France sur les légumineuses, où justement les étudiants ont été en préparation pendant 6 mois avant la conférence, ont été amenés à proposer des produits avec les légumineuses innovants. Et il y a eu même un concours. Donc c'était vraiment la mise en application de quelque chose d'assez motivant et intéressant, qui montrait que voilà, il peut y avoir de la réflexion d'innovation avec des agronomes, aussi des gens qui étaient en lien avec le côté esthétique, le côté culturel et le côté praticité. Donc enfin, oui, mettre en pratique les choses de façon concrète, c'est très important dans la pédagogie. Donc, je vais commencer peut-être par les pratiques anciennes, la question que vous avez posée. Je pense je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Simplement, les conditions de vie ont beaucoup changé. C'est-à-dire, on parle beaucoup du temps de préparation. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que les gens n'ont plus le même temps, disons, je dirais pas disponible, mais à consacrer aux activités culinaires. L'autre point, les pratiques anciennes, alors là, je vais passer vraiment pour un dinosaure. Je vais parler d'avant 1968, avant la réforme de l'enseignement, que moi j'ai connue, puisque moi j'ai fait tout mon cursus scolaire à l'époque. Et je dois vous dire qu'à l'époque, il y avait des cours de cuisine à l'école qui n'étaient réservés qu'aux filles à l'époque. Bon, ça c'est quelque chose qu'il faut changer complètement. Mais je pense que ça s'est complètement perdu. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait remettre au goût du jour pour... que certaines traditions et peut-être certaines bonnes habitudes que vous avez mentionnées, on pourrait être... donc ça serait un peu ma réponse à ça. Après, donc, sur les temps de préparation, quand on pense de consommation de légumineuses, il y a des plats qui sont préparés, alors comme que ce soit des conserves ou des choses qu'il ne faut pas négliger non plus, qui permettent de réduire le temps de préparation et qui restent avec des recettes traditionnelles. Sur la biodiversité, moi je voudrais juste corriger ce point puisqu'on n'en a pas parlé, sur ce que l'on sait, parce que j'ai regardé un petit peu pour préparer cette réunion, semble-t-il, c'est que sur les terres qui manquent d'azote, si on rajoute de l'azote, donc les légumineuses c'est une voie, mais aussi donc, par des procédés chimiques dans des terres qui en manquent, on améliore la biodiversité. Par contre, quand on est déjà dans un milieu qui est bien... couvert en besoin d'azote, à ce moment-là, il y a une perte de biodiversité si on dépasse ce seuil. Sur l'indice en viande ou des pratiques, là, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, mais bon, je veux dire, des initiatives qui peuvent motiver, je veux dire ça a été fait pour d'autres choses, pour des soutiens à certains types de cancers. Les gens ne se rasaient plus, des cancers. Pourquoi pas avoir peut-être des formes un peu moins dramatiques, mais se dire, tiens, et essayer de créer une dynamique parmi une population jeune, par exemple, via des réseaux sociaux. Moi, je crois que ça pourrait être une très bonne initiative.
Sur la biodiversité, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Anne parce que je crois que on est en phase là-dessus. Je pensais en avoir parlé quand j'ai commencé le premier point, mais c'est la preuve que j'en ai pas parlé. Voilà. Mais c'est effectivement la biodiversité est intrinsèque à l'allongement de la rotation l'allongement des rotations, des cultures. Et forcément, on a du couvert, on favorise la biodiversité dans le sol, etc. quoi. Et c'est très important. Enfin, pour nous, c'est très très important qu'on favorise cette biodiversité, parce que c'est cette biodiversité qui va nous permettre ensuite d'avoir moins besoin des intrants, des interventions extérieures, etc. C'est un peu réutiliser la puissance de la nature pour rééquilibrer un peu les systèmes. Sur la nouveauté des légumineuses, alors, il y a beaucoup. J'ai compris pas mal de choses en écoutant des historiens. Et en fait, c'est faire comme avant. Pour bien des gens, ça vaut pas, parce qu'avant, c'était quand même la misère. Et voilà. Non, mais ça dépend de quel côté on regarde. Mais alors, on n'est pas de la même génération, mais moi je vais dire mes grands-parents, enfin de la génération de mes grands-parents ou de mes arrière-grands-parents ont pu connaître la misère et la faim. Et quand on dit, enfin, on a des tas de réflexes d'inconscient collectif qui font qu'on refuse des choses qui nous viennent de ce monde paysan que nos ancêtres ont fui parce qu'ils en vivaient pas. Enfin, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais il y a quand même quelque chose dans l'histoire et je dis peut-être des bêtises, Claude, mais voilà, il y a quand même des choses qui sont... c'est difficile de dire on va faire comme avant, parce que nous, en gros, les écolos, on est souvent caricaturés comme étant voulant revenir à la bougie et contre le progrès. Donc, enfin, tout ça, c'est des caricatures, mais ça veut dire qu'on ne peut pas résoudre le problème de cette façon-là, même s'il y a des choses très intéressantes à aller chercher dans ce qui se faisait effectivement auparavant. Et sur le dernier point, moi je pense que notre cohérence individuelle et collective, elle est questionnée en permanence. On dit des choses et on fait le contraire. Et c'est pas pour me défausser, parce que j'essaye de faire ce que je peux à mon niveau, mais on compte sur vous. Vu l'âge que vous avez moyen dans cette assemblée, on compte sur vous pour bousculer tout ça. Alors moi, je ne vais pas répondre sur la biodiversité, je n'ai aucune compétence dans ce domaine. Sur, par contre, les anciennes pratiques, quand on regarde bien, en fait, finalement, l'histoire, les légumineuses, c'était vraiment la base de notre alimentation. En tout cas, c'était intéressant de voir que les pratiques agricoles étaient cohérentes avec les pratiques culinaires. Il y a vraiment cette cohérence émergente. Et quand on s'intéresse au script culinaire, quand on regarde les plats traditionnels, les rougailles, le riz en Asie, etc., en fait, il y a toujours une association entre une légumineuse et une céréale. Et c'est vrai que finalement, à partir du début du XXe siècle, on a eu une diminution en fait de ces légumineuses et de ces scripts, on va dire, culinaires un petit peu classiques, jugés un peu has-been aujourd'hui, au profit de la viande, parce que voilà, on avait changé de statut social. C'était vraiment la marque aussi d'une réussite. Donc il ne faut pas non plus s'étonner que la viande, c'est aussi un modèle aussi difficile et qui a aussi peu de résilience par rapport à l'idée de changer de modèle et de paradigme. Néanmoins, et c'est pour répondre à votre question, monsieur, sur les alternatives, il existe en fait pas mal de choses. Par contre, c'est là où je parlais de la faiblesse peut-être des politiques publiques plus générales, plus globales. Mais néanmoins, au niveau local, on a quand même la possibilité de faire bouger les choses. Au niveau, par exemple, des cantines, il existe des initiatives, un plus bio, par exemple, les cantines qui créent vraiment des émules. On a vraiment une dynamique où, en montrant qu'en consommant local, bio, etc., ils arrivent à des produits de bonne qualité en limitant le gâchis, parce que les aliments étant bons, les enfants les apprécient. Donc, du coup, ils ont un vrai rapport gagnant-gagnant entre l'offre alimentaire qui est de belle qualité et en limitant le gâchis. Donc, cette limitation au niveau du gâchis et la réintroduction des protéines végétales aussi dans l'alimentation au détriment des protéines animales rééquilibre les budgets. Donc, il y a des initiatives locales qui servent un petit peu de modèle. Alors vous parliez d'échelle, mais c'est peut-être par là aussi qu'il faut passer, en tout cas au niveau de nos habitudes alimentaires. Il y a aussi une vraie
une vraie dynamique qui est, on va dire, opportuniste, mais qui est quand même intéressante, qui est liée au fait que de plus en plus de familles, par exemple dans les cantines, demandent des plats alternatifs pour des raisons religieuses, ne veulent pas qu'il y ait de porc ou prendre le risque de faire consommer à leur enfant des aliments à base de porc, et du coup créer une demande, stimule finalement la créativité des chefs, et finalement c'est un moyen aussi de faire goûter de la variété. Moi je trouve que c'est important d'avoir de la variété dans l'offre alimentaire pour justement ouvrir notre palette au lieu de la fermer au seul script steak frites, on va dire, un petit peu restrictif. Donc il y a des alternatives. Vous parliez du lundi, c'est sans viande. Alors il y a des choses qui se passent dans certaines cantines au niveau local, par exemple, ou dans certains lieux de travail. Bon, je sais qu'à l'INRA, quand le chef propose un menu végétarien, il y a toujours une alternative quand même carnée qui cuit derrière. On ne sait jamais... on sent qu'il ne veut pas fâcher personne. Mais voilà, ça commence à entrer quand même dans les mœurs, et c'est intéressant de voir cette dynamique se mettre en place. Moi, je pense qu'on est vraiment dans une phase de transition. On est en train de vivre une transition nutritionnelle vraiment unique, dont on mesure peut-être mal encore la portée, parce qu'on est en plein dedans. Et c'est toujours difficile de voir le mouvement tant qu'on est pris dans cette dynamique. Mais c'est vrai que moi aussi, je compte sur vous, sur votre créativité, votre dynamisme, pour stimuler justement nos papilles avec des aliments sains, pour qu'on n'ait plus toutes ces injonctions sanitaires qui finalement ne donnent pas envie qu'on les respecte, ou finalement ne sont respectées que par les personnes qui sont déjà en bonne santé et déjà bien éduquées, et qui finalement ne bénéficient pas vraiment de ces politiques-là. Voilà, parce que manger sain, c'est bien, mais je pense que manger heureux, c'est encore mieux. Bon, merci. Je voudrais finir avec 7 points. Ne vous inquiétez pas, je serai hyper rapide. Je serai hyper rapide pour ne pas amputer. C'est pas un poisson d'avril, et pour ne pas amputer la pause. 1. Vous avez vu derrière tous ces débats, et y compris les contradictions, il y a quand même quelque chose qui se dessine fort, qui est le besoin d'une utopie. D'une utopie pas au sens du rêve, d'une utopie au sens d'un projet politique de construction du futur pour manger heureux. Je reprends le terme de manger heureux. Deuxièmement, tout ce que l'on a dit est fait de complémentarité entre des actes qui sont des actes politiques, des actes d'organisation des filières, des actes qui se dessinent à l'échelle des territoires, des actes qui concernent la consommation et qui sont faits de techniques et de pratiques. Et en tant que doctorant ou futur chercheur, vous êtes vraiment appelé et invité à saisir cette complémentarité. Troisièmement, en permanence, alors qu'on était rentré sur des choses segmentées, les destins liés de l'alimentation et de l'agriculture en permanence. Et vous voyez aussi les destins liés de la production et de la consommation. Ce qui se dessine derrière, c'est vraiment la notion de système alimentaire au sens de Malassi, de la capacité des organisations de nous organiser pour avoir accès et consommer les aliments. Et on sort vraiment, et là je rejoins complètement ce qui vient d'être dit, on est dans une mutation profonde, on sort vraiment d'un siècle de malthusianisme et néo-malthusianisme pour des raisons qu'on peut comprendre et qu'on peut expliquer, mais on en sort. Quatrièmement, moi, une surprise, je m'attendais à ce qu'on parle beaucoup du moins d'animal. On a beaucoup, et je suis véto d'origine, on a parlé surtout du plus de végétal. C'est une petite surprise, mais surtout ce qui était intéressant, c'est qu'on a débobiné la complexité de tout ça et qu'on n'en est pas resté à moins d'un et plus de l'autre, mais beaucoup plus au lien extrêmement complexe entre cela. 5e point, vous avez vu très certainement que ce qui est blocage pour l'un est levier pour l'autre, et vice-versa. Et c'était intéressant, du coup, du fait de la complémentarité des expertises et des points de vue, de nous rendre compte de cela. Mon 6e point, ressort très nettement la notion de ensemble. Alors, ensemble sur 2 points de vue. L'ensemble, c'est comprendre ensemble, c'est l'intelligence collective, c'est la complémentarité des points de vue. Et pour vous, justement, doctorants et futurs chercheurs, c'est quand même drôlement important, mais c'est aussi le faire ensemble, au sens de l'action collective et au sens de ce que l'action collective peut impliquer par rapport aux politiques publiques, à l'élaboration et à la conception
des politiques publiques. Et puis septièmement, je reviendrai sur cette question des échelles. Alors, avec une pirouette sur le temps, en citant Groucho-Marx, qui disait que je ne vois vraiment pas pourquoi je ferais quelque chose pour mes descendants alors qu'ils n'ont jamais rien fait pour moi. Et du coup, vous voyez que en fait, les 4 personnes de la table ronde ont complètement démenti Groucho-Marx puisqu'ils vous ont invité, ils nous ont invités, ils se projettent dans l'avenir et ils vous ont invité, vous, à être actifs pour penser le monde de demain. Et quel plus bel exemple, justement, des échelles de temps. Et puis celle d'espace où, en permanence, on naviguait de ce qui est l'innovation au niveau local avec des techniques, à ce qui est action territoriale, aux politiques publiques et également à la prise en compte de la diversité au niveau mondial. Sur tout ça, ce qu'on espère le plus, je voudrais remercier tous les 4, et ce qu'on espère le plus, c'est que vous soyez partis de là avec plein de questions, plus que de certitudes, et de questions qui vous animeront dans les semaines et dans les mois qui viennent. Merci.